la place. Bonsoir, merci d'être là. Donc Franck Chauveau va nous parler de cet événement planétaire, les Jeux Olympiques, que nous accueillons en France et nous avons promis, c'est ça, de diviser par deux l'empreinte carbone cette année. Comment ils vont y arriver, c'est ça l'objet de la conférence. J'espère que vous nous donnerez des bonnes nouvelles. Et on remercie beaucoup Franck Chauveau d'être venu pour la combien 13 je ne sais pas combienième fois. Par l'année Covid. Oui, c'est ça, par l'année Covid, autrement c'est une par an. Ça doit être 15e fois. 15e fois, oui. Fidélité à toute épreuve. Oui. Alors, je ne sais pas, il y a la tête, parce que je le redis chaque année, mais en fait, ma mère me promenait en landau dans le quartier avant que les bâtiments soient construits. Il y a 60 ans, on voit des roches. Parce que mes parents habitent en haut de la rue. On pourrait se garer là. Oui, c'est ça. Elle n'est pas. Il y a un petit peu de place. Donc j'ai connu le drugstore. Ah oui. Ah oui. La Michaudière, le restaurant. Oui, le restaurant. Une autre époque. Je suis ça peut-être on va y arriver. Bien, merci de m'accueillir du coup pour la 15e fois. Donc mes conférences ont toujours pour objet de tourner autour des sujets de l'énergie et du climat, comme chaque année. Et donc comme je travaille en ce moment sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, on a fait la synthèse entre les pôles d'intérêt professionnels et les pôles d'intérêt. On prend le micro. Ah oui. Tu prends le micro. Ah, si vous voulez. Je sais pas si ça va. Oui, oui, il y a la longueur. Voilà. Un petit peu de taille. Et là, ça va mieux? Impeccable. C'est un peu trop fort, non? Oui, baissez un tout petit peu. Non, pas celui-là. On va faire un essai pour voir Premier si ça à gauche, fonctionne hein. bien. Premier à gauche, ouais. On fait un essai pour voir si le son n'est pas trop fort. Ça va là? Ouais, C'est bon. Ça a l'air bien. Impeccable. Bien, bah c'est parti. Donc on va regarder ensemble tout ce qui tourne autour des jeux et puis bien sûr de leur impact carbone, effectivement. C'est l'objet de la conférence. J'ai un petit souci juste. Il faut que je débranche et je rebranche. Quand je patiente un moment, il ne fonctionne pas forcément. Attendez, juste une seconde, sinon je passe à la main. Je vais passer à la main, c'est pas grave. Alors du coup, ah oui mais là il y a quoi vraiment bloqué, je comprends. Donc c'est pas lui qui est bloqué, c'est le... Ouais. Ça fait un moment que on attend et du coup il faut que je le relance. Ça va le faire. Et là, normalement, ça fonctionne. Voilà. Alors du coup, bah oui, c'est un sujet, le bilan carbone des Jeux, et on a par exemple les Échos qui titrait en décembre que les organisateurs voulaient diviser par deux les émissions de carbone par rapport aux éditions précédentes. Alors éditions précédentes comparables, c'est par exemple Londres en 2012. Donc on passe de plus de 3 millions d'équivalents tonnes carbone à 1,58, on va dire 1,5 million de tonnes équivalent carbone. C'est l'équivalent des émissions annuelles de plus de 150 000 Français. Donc il y a un enjeu à ce que ces grands événements finalement fassent autant d'efforts que les autres. Alors on va remonter un peu en arrière, on va reparler des jeux. C'est peut-être des sujets qu'on évoque régulièrement, mais on oublie finalement d'où ça vient tout ça. Et donc ça vient des jeux qui avaient lieu à Olympie, donc en Grèce antique, et qui ont été en activité pendant plus de 1000 ans, de 8 siècles avant Jésus-Christ
jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, donc une période très très longue, pendant laquelle finalement les grandes cités envoyaient leurs champions pour aller concourir et essayer de rapporter des prix en les envoyant à Olympie. Alors le début, les premiers jeux, voilà, on n'a pas assez décrit pour déterminer l'origine première, qui a été de se confronter sur des épreuves physiques pour voir qui était le plus fort, sans forcément qu'il y ait d'enjeu de bataille, de territoire. C'était juste pour dire je suis plus fort que l'autre sur une épreuve physique. Alors le site il était dédié à Zeus, donc c'était des sites qui étaient religieux, hein, donc on est sur un site religieux, et les personnes venaient sur ce site pour se préparer. Et on va revenir juste en arrière, je vais vous montrer Élis qui est ici, qui est pas très loin, qui est la ville finalement principale, qui est le plus proche d'Olympie. Et c'est dans cette ville que se donnaient rendez-vous tous ceux qui concouraient pour les Jeux, plus d'un mois avant, de manière à se préparer. Et si les athlètes ne venaient pas se préparer à Élis pour les Jeux, eh bien ils n'étaient pas autorisés à monter jusqu'au site olympique et concourir. Donc il n'y a que 3 jours avant où les concurrents venaient sur le site, et donc ils campaient sur place, hein, ils montaient des tentes, ils s'abritaient comme ils pouvaient. Il n'y avait pas de village olympique à l'époque, et donc chacun était autonome pour attendre sa compétition. Donc c'est un site qui progressivement s'est agrandi avec, vous le voyez, la possibilité de faire des épreuves sur des stades avec des lieux couverts. Donc progressivement, c'était sur 1000 ans, ils ont pu établir un certain nombre de bâtiments pour faire grossir les Jeux. Alors il y avait plusieurs disciplines, hein. On avait le char à 2 ou à 4 chevaux, donc c'était des courses de vitesse dans un certain nombre de kilomètres. Et puis on avait le pentathlon, avec 5 disciplines, la course à pied, le lancer du disque, le saut en longueur. Alors il faut savoir que le saut en longueur à cette époque-là se faisait avec des poids pour rajouter un peu de difficulté. Il y avait le lancer du javelot et la lutte. Voilà. On avait aussi le pugilat. Le pugilat, c'est ce qui ressemble le plus à la boxe anglaise. Donc on avait le droit d'utiliser ses poings, mais pas les jambes. Et puis le pancrace, qui était en gros une lutte dans laquelle tout était autorisé. On pouvait frapper, on pouvait prendre son adversaire, on n'avait pas le droit de le tuer, et on n'avait pas le droit d'arracher des parties du corps de l'adversaire, comme les oreilles, les parties génitales. C'était marqué dans le règlement, hein, c'est ce que je vous dis. Ou d'enfoncer les yeux de son adversaire. Voilà, il y a quelques trucs qui n'étaient pas autorisés, sinon le reste était autorisé. Alors les jeux s'arrêtent progressivement en fait sous la pression de la religion, puisque vous voyez, les athlètes sont nus. Que des hommes. Il n'y avait que des hommes qui concouraient, les femmes pouvaient assister, mais voilà, fallait avoir des autorisations. On voit d'ailleurs peut-être des femmes, peut-être là, c'est pas sûr. Mais il fallait avoir des autorisations, toutes les femmes ne pouvaient pas y assister. Et donc il y a un moment donné où la religion a interdit en fait l'utilisation, puisque le christianisme au IVe siècle s'est bien sûr répandu, faisait autorité, et donc il y a eu un arrêt des Jeux pendant un bon moment, puisque c'est Pierre de Coubertin, hein, le français, qui a souhaité rénover les Jeux, qui gardait dans l'imaginaire collectif quelque chose de puissant, de fort. Alors il avait quand même une petite idée derrière la tête, hein, puisque en 1887, quand il commence à réfléchir à ce qu'il pouvait faire pour faire la promotion du sport scolaire, il écrivait beaucoup de bouquins sur la promotion du sport. Son idée, c'était de régénérer la race française, et c'est des mots qu'on n'utiliserait absolument plus maintenant, par la rééducation physique et morale des futures élites du pays, qui a connu la défaite de 1870. Donc c'était pour avoir des hommes forts, bien sportifs, pour préparer à la future guerre. C'était un peu ça qui était derrière son action. En tout cas, il organise plutôt bien les choses, il fait du lobbying international, il crée
Ils fondent le comité international olympique qui va du coup organiser les Jeux tous les 4 ans, puisque les épreuves étaient aussi tous les 4 ans pendant l'Antiquité. Et puis progressivement, il abandonne l'idée de régénérer la race française au profit de quelque chose qui sous-tend maintenant plutôt l'olympisme, qui est un idéal olympique de paix et d'égalité entre les êtres humains. C'est ça un peu qui transcende l'idéal olympique, avec cette idée de réunir la jeunesse du monde pour faire des épreuves plutôt dans la paix, et on se serre la main après une épreuve. Donc les premiers Jeux olympiques rénovés ont lieu assez rapidement, 2 ans après, donc 1896, avec 241 athlètes, donc bien sûr beaucoup moins que maintenant. Et puis les Jeux paralympiques sont créés en 1960. Progressivement, au cours du XXe siècle, il y avait quelques épreuves qui étaient faites avec des personnes en situation de handicap, mais qui n'étaient pas officielles. Il n'y avait pas de remise de médailles, voilà, il y avait juste des petites compétitions comme ça. Et puis on crée réellement les Jeux paralympiques avec remise de médailles, avec la même forme qu'on connaît actuellement pour les Jeux olympiques, en 1960. Voilà, donc c'est lui-même d'ailleurs qui a créé, Pierre de Coubertin, le symbole des anneaux, les 5 continents qui sont enlacés les uns dans les autres, avec cette perspective d'avoir une paix et de l'égalité entre les peuples. Alors la flamme olympique est un peu le symbole de l'olympisme. Elle est allumée sur le site antique d'Olympie, donc en Grèce, avec le soleil. Donc il y a une parabole qui concentre les rayons du soleil dans son centre. On approche une torche avec une matière inflammable, et hop, on a le soleil qui crée la première flamme en vue de l'arrivée des Jeux. Et puis du coup, on a un système parabolique qui est sans émission de CO2, puisqu'on ne va pas dégager, on ne va pas brûler du gaz pour allumer la flamme. Bon, alors par contre, après, pour maintenir la torche allumée et lui faire le tour de la France dans quelques mois, il va falloir quand même une petite cartouche de gaz à l'intérieur pour maintenir une petite flamme. Donc on a quand même un petit peu d'émission de CO2. C'était le petit clin d'œil, parce qu'on n'est pas sur des volumes très, très importants. Alors la flamme, elle devrait être allumée, je crois, le 14 avril, dans très peu de temps, sur le site d'Olympie. Donc on verra certainement quelques images dans quelques semaines par rapport à ça. Et ensuite, elle va voyager avec le Belém. Donc elle va partir de la Grèce, elle va voyager avec le Belém. Alors ça veut dire qu'on est là sur du peu de CO2, puisque sur le Belém, il y a toujours un petit alternateur qui va fonctionner au diesel pour alimenter en électricité le bateau, etc. En tout cas, la propulsion, s'il y a un peu de vent, peut se faire à la voile, donc on sera sur une faiblesse d'émissions de CO2 grâce à ça. Ensuite, il va y avoir le parcours donc elle arrive le 8 mai à Marseille, la flamme. Donc là aussi, il va y avoir des événements autour du 8 mai pour cette arrivée de flamme. Ensuite, il va y avoir les relais de la flamme, donc elle va faire le tour de la France. Et puis, aux alentours du 26 juillet, il va y avoir la cérémonie d'ouverture des Jeux, avec la flamme qui va être portée vers la vasque, la grande vasque, qui symbolise la flamme de l'olympisme qui va brûler pendant les Jeux. Et donc, il y aura l'allumage de la flamme. Voilà, donc il y a eu des articles dans la presse depuis une semaine ou deux qui indiquent qu'elle serait pas très loin de la pyramide du Louvre, dans les jardins des Tuileries, sur un espace qui va être gardé, bien entendu, jour et nuit pour éviter qu'il y ait du vandalisme. Et alors on aura peut-être des surprises sur le maintien de cette flamme. Est-ce qu'elle sera avec du CO2 ou pas? On sait qu'on a des éléments de recherche pour justement éviter de brûler du gaz dans cette vasque, mais rendre un effet sympathique. Je laisse le suspense à ce moment. Alors, du coup, on a en face de nous effectivement le plus grand événement médiatique, avec 42 sports olympiques, 22 sports paralympiques, il y a 300 épreuves, il y a 10 500 athlètes olympiques, il y en a un peu moins en paralympisme, il y a 45 000 volontaires, il y a 25 000 journalistes qui sont attendus sur Paris et sa région, 4 milliards de téléspectateurs et 13 millions de spectateurs, puisqu'il y a 13 millions de billets vendus pour les différentes épreuves.
des Jeux. Donc ça en fait l'événement sur un plan médiatique qui est le plus important. Alors, il s'organise avec deux entités. La première, c'est la Solideo, qui est une société publique créée par la loi olympique, qui vise à construire les ouvrages pérennes des Jeux, des ouvrages qui vont rester en héritage une fois que les Jeux seront partis. Donc la Solideo a un budget de 4,4 milliards d'euros, dont 1,7 milliard d'euros de financement public. La Solideo, par exemple, a construit le village des athlètes, dont on va parler tout à l'heure, le village des médias, dont on va parler tout à l'heure, mais aussi il y a un mur anti-bruit sur la 86, il y a un rond-point qui a été fait pour sortir de la 86 à un endroit, et puis elle est garante qu'un certain nombre d'ouvrages aillent bien jusqu'au bout, et on les évoquera tout à l'heure, mais en tout cas c'est un maître d'ouvrage de dernier recours, si jamais les maîtres d'ouvrage publics qui devaient faire les ouvrages avaient défailli. Voilà, et on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc la Solideo, entité publique, 100% publique, créée par la loi olympique et qui va être dissoute après les Jeux. Ensuite, on a Paris 2024. Paris 2024, c'est une association, loi 1901, comme l'université populaire, j'imagine, avec Tony Estanguet en président, et qui a été mandatée, une fois que la candidature de Paris a été retenue, comme entité portant les épreuves. Hein, c'est eux qui vont organiser les Jeux et la vie des athlètes pendant les Jeux. Donc la société de livraison des ouvrages livre les ouvrages et eux, ils organisent les épreuves et la vie des athlètes. Donc Paris 2024 prévoit un budget de 4,4 milliards d'euros avec des financements quasiment que privés, puisqu'il n'y a que l'État qui participe un petit peu pour les Jeux paralympiques, mais 0 € pour les Jeux olympiques. Et il y a un tiers du financement, c'est la billetterie, un tiers, c'est les partenaires, et un tiers, les droits télé, qui sont reversés par le CIO directement. Donc on est sur un financement 100% privé de Paris 2024, qui est l'association. Donc à chaque fois qu'un pays obtient la victoire d'organiser les Jeux sur son territoire, eh bien, il crée une association sous différentes formes. La loi française prévoit cette forme-là, mais en tout cas, il y a une association qui est créée et qui travaille avec le CIO, donc, qui est à Genève et qui organise les Jeux de manière globale pour organiser les Jeux sur le territoire. Oui. Si on peut revenir sur la Solideo, les 4 milliards. 4 milliards. Il y a un set de financement public, donc la différence c'est quoi? Alors c'est essentiellement les promoteurs. On va le voir tout à l'heure, c'est que le village des athlètes, il a été fait comme une opération immobilière classique. La Solideo a joué le rôle d'aménageur, a acheté les terrains, les a dépollués, et ensuite a vendu les terrains à des promoteurs qui ont réalisé les ouvrages, donc les bâtiments, qui seront ensuite vendus comme des immeubles classiques à des propriétaires, des bailleurs sociaux, etc. Donc le financement de la Solideo se fait aussi par le biais d'apports privés. On le verra tout à l'heure. Alors la carte des sites olympiques, alors déjà vous avez des épreuves de football un peu partout en France, vous avez le hand à Lille, à Marseille il y aura aussi les épreuves de voile, donc il y a une marina qui est en train d'être créée à Marseille, il y a les épreuves de surf à Tahiti, et puis à Châteauroux il y a les épreuves de tir, je ne sais pas si on voit ici, voilà, non vous ne voyez pas sur cette carte, mais à Châteauroux il y aura les épreuves de tir. Et puis, vous voyez, il y a 95% des épreuves qui vont se faire finalement dans Paris et en proche banlieue. Donc, on a ici quelque chose de très rassemblé. Donc, quand, en fait, Paris a candidaté dans son dossier pour dire, regardez, nous, on a des jeux qui sont vraiment très verts, eh bien, il y avait le fait d'utiliser finalement des infrastructures existantes. Ça que le deal, c'était on ne va pas construire 5 stades, 3 arenas, etc. Donc il y avait une sobriété dans la construction. Vous avez des épreuves qui vont se dérouler dans Paris, donc on aménage par exemple la place de la Concorde avec des structures provisoires pour accueillir le basket 3-3, le breaking. Donc le breaking c'est la danse urbaine, et puis le skateboard par exemple. Voilà, vous avez
le Champ de Mars qui va accueillir le judo, la lutte, et puis un certain nombre d'éléments aussi autour de la porte de Versailles, avec le basket, notamment le tennis de table. Roland Garros, bien sûr, le tennis. L'Arena de la Défense, la nouvelle arena qui est derrière la Défense, en fait, va accueillir les épreuves de natation et de vitesse. Donc là, on utilise une grande arena, qui est la plus grande de France, pour finalement faire les épreuves de... Donc on va mettre des bassins provisoires à l'intérieur. Ces bassins seront réutilisés, notamment par la ville de Sevran, pour proposer aux enfants d'apprendre à nager, puisqu'il y a la moitié des enfants du 93 qui ne savent pas nager, ce qui pose un gros problème effectivement de sécurité. Alors du coup, on a deux nouveaux ouvrages qui sont construits pour les Jeux. On a l'Arena La Chapelle, qui est un ouvrage construit par la ville de Paris, sous maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris, qui va accueillir le badminton et la gymnastique rythmique. Alors c'est un lieu qui était important parce que la porte de la Chapelle était un peu en déshérence, il y avait pas mal de trafic de drogue, etc. C'est un lieu qui nécessitait un peu d'être reboosté. Et donc l'arrivée de l'Arena La Chapelle va permettre justement de reconfigurer un peu le quartier et puis de lui redonner un peu de peps. Et puis on a le centre aquatique qui va être construit devant le Stade de France, qui est construit devant le Stade de France et qui va accueillir les épreuves de water polo, de plongeon et puis de natation synchronisée, natation artistique. Voilà, donc on a construit finalement que deux ouvrages. Vous voyez déjà, si on regarde sous l'angle carbone, on est assez sobre en nouvelle réalisation. Voilà, et puis l'autre idée de Paris 2024, c'était d'avoir beaucoup de sites dans un rayon de 10 km autour du village olympique, là où vont être logés les athlètes, de manière à ce que les déplacements pour aller sur les lieux de compétition et d'entraînement eh bien, soient le plus réduits possible. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une cinquantaine de bus, même 60 bus, qui vont être mis à disposition des athlètes pour aller sur les lieux de compétition et revenir. Donc il y a une immense gare qui va être provisoire, qui va être faite dans le village olympique. Et donc ces bus, ils ne seront pas tous électriques ou au gaz, etc. Il y en aura beaucoup qui seront encore au diesel. Donc ça évite justement d'émettre du CO2 en polluant du diesel, d'avoir ce système-là qui est très centralisé autour du village olympique. Puis ça leur permet aussi d'avoir des déplacements plus courts, ça évite de passer du temps dans les bus, c'est plus sympa. Voilà, donc avant de plonger dans Paris 2024, un petit rappel des enjeux carbone, ça vous y avez le droit chaque année, mais avec une forme un peu différente. On va regarder non pas l'augmentation progressive de la consommation d'énergie dans le monde, mais les émissions de CO2. C'est à peu près la même chose, puisque c'est lié. Donc on commence avec en 1850 l'arrivée du charbon, c'est la révolution industrielle, on commence à brûler du charbon dans des usines, dans le chemin de fer, pour effectivement commencer la révolution industrielle et notamment avoir une production de fer qui était beaucoup plus importante qu'auparavant. Ensuite on a l'arrivée à la fin du 19e siècle du pétrole, donc on arrive à exploiter le pétrole, et donc on a l'explosion du transport individuel avec la voiture qui commence à se déployer largement à partir de la Première Guerre mondiale, avec une augmentation croissante. On a dépassé le milliard de véhicules en circulation sur Terre maintenant. Après, il y a le gaz naturel qui est exploité. Alors au début, on ne sait pas trop quoi en faire, on le brûle, c'est pour ça qu'il y a des torchères, parce qu'on exploite du pétrole. Et puis on se rend compte qu'il a de la valeur, ce gaz, donc on arrive à le liquéfier pour le transporter par bateau, on arrive à le transporter avec des gazoducs. On a connu, je vous ai parlé l'année dernière du sujet de l'Ukraine notamment. Donc on a une augmentation progressive des émissions de gaz à effet de serre, donc de CO2, liées à la combustion de ces énergies fossiles. Alors il faut savoir qu'aucune énergie n'a remplacé l'autre, c'est-à-dire qu'on a superposé les énergies, on consomme toujours plus de charbon, toujours plus de pétrole et toujours plus de gaz chaque année. Donc on est aux alentours de 40 milliards de tonnes de CO2 par an émis dans l'atmosphère, qui se cumulent d'année en année. On a déjà du coup émis 2500 milliards de tonnes équivalent CO2 en très peu de temps, puisque c'est en 150 ans. Donc à l'échelle géologique, on est sur des impacts extrêmement forts. Alors du coup, on a déjà engagé un réchauffement climatique, puisqu'on est déjà à 1,2
degrés supérieurs à la moyenne d'avant 1850, donc du temps par exemple des épreuves olympiques dans la Grèce antique. Et on a, si on continue, une augmentation qui va continuer d'émissions de CO2 avec, vous le voyez, un volume, puisqu'on est sur, pour ceux qui ont fait un peu de maths, l'intégrale de cette surface qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a déjà émis. Donc on est sur une augmentation de température qui peut aller de 3 à 4 degrés avant la fin du siècle. Alors ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc il y a eu les accords de Paris, donc il y a eu les COP qui se sont succédés, avec une obligation pour les pays de faire des efforts de réduction, mais on a parfois en tête que ça suffirait, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire si les pays respectent les accords de Paris, eh bien on est quand même entre 2,5 et 3 degrés de réchauffement climatique. Donc il faudrait être beaucoup plus restrictif sur ces émissions pour rester en dessous des 2 degrés de changement climatique. On aurait droit, en fait, à émettre dans l'atmosphère que de 600 à 800 milliards de tonnes de CO2. Donc 600 à 800 milliards de tonnes de CO2, bah, ça fait le rectangle qui est ici. Vous voyez, ça nous fait peu d'années avec le même niveau qu'actuellement. Alors ça, bon, c'est une théorie. En fait, ce qu'il faudrait, c'est plutôt avoir une courbe qui descend avec une réduction de 5 à 6% par an et moins 65% à l'échelle mondiale à horizon 2050. Donc quelque chose de très puissant en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est l'équivalent de ce qu'on a connu l'année du Covid, avec pendant 3-4 mois l'arrêt de l'aviation mondiale. Voilà, donc ça étant posé, on voit tout à fait du coup que l'enjeu étant tellement important que les Jeux Olympiques ne peuvent pas échapper à cette obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Du coup, ils se sont engagés, c'est ce que je disais tout à l'heure, à ne pas dépasser les fameux 1,5 million de tonnes de CO2 pour ne pas être sur une autre planète que les enjeux qui sont en train d'être discutés en ce moment. Et si on regarde un peu comment ils ont dispatché les 1,5 million, il y en a à peu près un tiers. Un tiers pour la construction des ouvrages, notamment le village des athlètes. Un tiers pour les opérations. Donc ce qu'ils appellent les opérations, c'est la vie en fait, des athlètes, la restauration, l'hébergement, la logistique, pour que tout ça fonctionne bien. Et puis 34% les déplacements, soit des visiteurs, donc ceux qui ont acheté des billets, qui vont assister aux épreuves, soit les déplacements des officiels pour aller sur les lieux, les lieux d'entraînement ou de compétition. Donc on va regarder chaque élément plus précisément. Donc on va commencer par les constructions et on va continuer par le village des athlètes. Alors le village des athlètes, il est situé ici. Il est à l'intersection de 3 communes. Il est sur Saint-Denis, sur Saint-Ouen et sur Île-Saint-Denis. Donc il est vraiment posé sur 3 communes qui sont des lieux qui étaient des lieux industriels historiquement et qui ont évolué vers ce qu'on va voir du coup avec le village. Donc le choix a été fait de se porter sur un site qui avait besoin d'une réhabilitation, donc besoin d'un coup de boost pour regagner un urbanisme à visage humain. Alors on a été précurseurs puisque c'est nous qui avons inventé le concept de village des athlètes la dernière fois que nous avons accueilli les Jeux en France, donc en 1924. Donc le village était établi à Colombes, et puis c'était un village qui permettait aux athlètes de pouvoir accéder à du service. Il y avait la poste, il y avait de quoi changer un peu d'argent, il y avait de la restauration, il y avait un petit peu de vente d'objets, et donc on a pu accueillir du coup 3000 athlètes, 44 nations. Donc vous voyez qu'en 1924 il y avait déjà du monde, dont 135 femmes. On n'avait pas encore beaucoup d'épreuves féminines pour ces Jeux. Alors, on arrive à cette période de 1924, autour du début du XXe siècle, où finalement on est en train de créer les lignes de métro. C'est début 1900, c'est le début des lignes de métro qui vont être construites en une quinzaine d'années. Et à cette époque-là, on ne s'embête pas trop.
on ouvre les voiries, on met le métro au fond et on rebouche avec des poutrelles en acier, vous voyez, on reconstitue la chaussée. On ne s'embête pas à faire des tunnels. Alors il faut pouvoir le faire, bien entendu. Il y aura un petit peu de contestation si on faisait ça à Paris maintenant. Donc là, vous reconnaissez l'avenue des Tuileries avec ces fameuses arches, le jardin des Tuileries, on aperçoit même le Louvre là, tout au fond, avec voilà, cette voirie qui est complètement éventrée, et on aperçoit les rails du nouveau métro qui est en train d'être construit. Alors pourquoi je vous parle du métro? Il est loin du village là. Et en fait, c'est parce que ça va consommer de l'électricité. Et il va falloir beaucoup d'électricité pour faire fonctionner tous ces métros. Et donc on va avoir besoin d'usines de production d'électricité, donc des centrales thermiques, qu'on va venir installer un peu partout en banlieue, parce que c'est des centrales qui polluent beaucoup, qui brûlent du charbon. Et donc la première à être installée, c'est celle-ci, c'est Saint-Denis 1, qui fonctionne voilà, dès 1905, et qui va permettre d'alimenter quelques lignes de métro qui sont en train d'être construites à Paris. Alors on est ici le long de la Seine, et en fait on est sur le territoire du futur village des athlètes. Vous avez ici le carrefour Pleyel. Alors pourquoi ça s'appelle le carrefour Pleyel? Parce qu'ici vous avez l'usine de piano Pleyel, qui a donné son nom à ce carrefour qui s'appelle Pleyel, puisque c'est là où étaient réalisés les pianos. Et puis donc cette usine de production d'électricité s'est agrandie. On a créé une deuxième usine de production d'électricité et on a abandonné la première au bout d'un moment parce qu'elle n'était pas assez puissante. Il y avait de plus en plus de consommation d'électricité. On construisait des trams, et puis les nouveaux immeubles qui étaient construits avaient besoin d'électricité. Il y avait des ascenseurs, il y avait de l'éclairage, il y avait de la ventilation, donc on commençait à consommer de plus en plus d'électricité. Voilà. Donc ensuite, dans les années 50-60, on est passé au fuel. Donc les barges qui amenaient le charbon du Havre ont amené après le fuel, qui était stocké dans des cuves pour alimenter, vous voyez ici toutes les cheminées, là, hein, les unes derrière les autres, avec plein de chaudières qui produisaient de la vapeur, qui entraînaient des turbines, qui elles-mêmes entraînaient des alternateurs pour produire de l'électricité. Donc sur le terrain Pleyel a été construit une tour. Pour ceux qui sont déjà passés dans le nord de Paris, on l'aperçoit d'assez loin. L'idée de l'opérateur qui a fait ça, c'était de construire l'équivalent de la Défense à cet endroit-là, mais il s'est arrêté à une tour. Du coup, on se retrouve avec une tour toute seule sur ce terrain. Donc juste à côté, il y a ce qu'on appelle un poste source. C'est un poste d'aiguillage d'électricité avec des transformateurs pour emmener l'électricité vers les lieux de consommation. Et puis derrière, il y avait les ouvriers qui étaient logés dans des bâtiments, qui travaillaient dans les usines de production d'électricité qui sont ici. Voilà, donc juste avant la création du village des athlètes, voilà une image chopée sur Google. On retrouve ici du coup ce qui a été racheté par Luc Besson, donc la deuxième usine de production d'électricité qui deviendra la Cité du cinéma dans les années 80. Avec la création de studios de cinéma. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le Bureau des légendes, par exemple, une série qui a été tournée ici. Et puis on retrouve la première centrale de production d'électricité, qui est un bâtiment assez beau, et qui reste sur un terrain, vous voyez, qui est un peu un terrain vague, puisque les cuves à fuel ont disparu, et il n'y a plus grand-chose autour. Il y a un gros site EDF qui s'est installé à la place des logements des ouvriers. Ici, on a la rotonde RTE, c'est le lieu où on fait le dispatching d'électricité en France. Et puis, on a un certain nombre d'entreprises qui sont installées de chaque côté de cette centrale de production d'électricité. On a la Seine ici, l'autoroute A86. Alors, je vous remets juste l'autre planche, parce que vous voyez, c'est le début de construction de l'autoroute A86 et il n'y a pas encore le Stade de France. Dans les années 70. On voit maintenant le Stade de France qui est installé, et puis l'autoroute A86 qui a été définitivement réalisée. Voilà, donc on part de cette situation. La France reçoit obtient la candidature pour 2024, donc là c'était il y a 8-9 ans, et du coup fait travailler Dominique Perrault, architecte urbaniste, qui va recevoir ce territoire et il va imaginer comment poser dessus le village des athlètes.
Alors il va le poser en se disant, voilà, je travaille pour une puissance publique, qui est la Solideo, avec cet objectif finalement pour la France d'en faire une vitrine. Est-ce qu'on peut faire de ce quartier quelque chose d'exemplaire qui servirait de repère, de modèle pour le monde en termes d'urbanisme à cette échelle-là. Donc il va réfléchir à la façon dont il va organiser le village dans la perspective du changement climatique. Et donc il sait que par rapport aux années 2000, 2050 on aura une température de plus en plus chaude, puisqu'on prend à peu près 1 degré tous les 30 ans en ce moment, et qu'on aura la température de Séville en région parisienne, donc il faut s'y préparer. Donc il va organiser le village pour avoir des canicules, une trentaine de jours de canicules par an, dans la perspective de 2050. Alors du coup, il organise les voiries, vous voyez, de manière perpendiculaire à la Seine, pour que la fraîcheur de la Seine remonte le long des quartiers et vienne rafraîchir naturellement l'urbanisme dans les cœurs du lot. Il y a aussi beaucoup d'arbres, il y a 9000 arbres qui ont été plantés au cours de cette réalisation. Donc vous avez ici un quartier qui a été fait par Vinci, Vinci qui avait commencé un écoquartier, qui a été arrêté quand la France a eu sa candidature, et du coup l'État a demandé à Vinci de revoir son projet, d'arrêter les projets qu'il avait engagés, à négocier bien sûr sur un plan financier aussi, pour que Vinci accepte d'arrêter son projet. Et donc les immeubles qui ont été construits ici, du coup, sont conformes au cahier des charges de la Solideo pour accueillir les athlètes pendant les Jeux. On est en train de construire du coup 2500 logements. C'est le plus grand projet urbain d'Europe, lorsqu'il était en construction. Et on accueille non pas 6000 habitants comme on va l'avoir en héritage, mais 15 000 athlètes et accompagnants. Donc ça veut dire que pendant les Jeux, on aura 2 fois plus de personnes à loger qu'après les Jeux. Donc ça veut dire par exemple les appartements qui ont été faits pour le village ne comportent pas de cuisine. La cuisine c'est une chambre avec des cloisons provisoires de manière à rajouter beaucoup plus de chambres dans chaque appartement qui seront après les Jeux démontés pour retrouver des studios, des F2, des F3, des F5 qui seront ensuite commercialisés. Ensuite, sur Île Saint-Denis, vous avez un écoquartier qui était déjà lancé, qui est ici, qui est piloté par Pleine Commune Développement. Alors, il a la particularité, cet écoquartier, d'être assez agréable. Moi, j'ai visité la première partie. En fait, il y a 2 centrales de mobilité, il y en a une ici et l'autre là, qui stockent les voitures, ce qui fait que les habitants n'ont pas leur véhicule à côté de chez eux. Ils le stockent dans des centrales de mobilité. Et donc, il n'y a pas de parking souterrain. Et il n'y a pas de voirie, il n'y a pas de voitures garées dans les rues, comme on l'a dans la rue juste à côté, dans la rue de Saint-Saëns. Et donc quand on se balade dans cette première partie de quartier, je pense que la seconde sera un peu identique, on a vraiment un sentiment de sécurité, de sérénité, il n'y a pas de bruit, les enfants jouent dans les squares, les personnes bien sûr peuvent venir déposer leurs courses quand elles en ont, mais elles ramènent le véhicule ensuite dans le parking collectif. Voilà. Ensuite, il y a la Cité du Cinéma qui va du coup accueillir. Alors je finis avec les Vinci. Donc la Anne Maxwell a été réhabilitée. Donc pendant les Jeux, ce sera un centre de fitness en fait, d'entraînement des athlètes. Donc il y aura 400 agrès qui seront installés dedans. Ça, c'est le futur ministère de l'Intérieur les futurs locaux du ministère de l'Intérieur qui va venir s'installer ici. On retrouve la Cité du Cinéma, qui va être le grand restaurant pendant les Jeux, puisqu'ils vont servir 50 000 repas par jour. C'est beaucoup du coup de nourriture. On y reviendra tout à l'heure. Et puis on a 2 quartiers qui ont été construits du coup chacun à 500 logements et qui ont été commercialisés par la Solideo pour justement finir la construction avec une couture avec le vieux Saint-Ouen, avec des immeubles qui sont plus bas ici que là. Donc voilà le quartier en cours de construction, tel qu'il était il y a à peu près 2 ans, avec il y avait une quarantaine de grues, donc beaucoup d'activités pour faire un quartier en 3 fois moins de temps que d'habitude, puisque faire 2500 logements en 5 ans, on ne l'a jamais fait.
fait, donc c'est une première. Et donc il fallait aller très vite sur les procédures et les réalisations. Voilà, donc on est du coup sur une exigence très forte de la Solidéo par rapport au cahier des charges. Habituellement, lorsqu'on fait un immeuble classique, on est à 1400 kg de CO2 par mètre carré construit. Et là, l'exigence, c'était de ne pas dépasser 700 kg de CO2 par mètre carré construit. Donc, il faut avoir un mode constructif très très bas carbone. Et donc, la seule possibilité, c'était de faire des structures en bois. Donc, l'ensemble des bâtiments sont en structure bois, avec ce qu'on appelle du poteau-poutre, du bois principalement français, du coup, pour être bas carbone. C'est pas qui viennent du Canada ou d'autres pays lointains. Et puis, ils ont mis en place du béton bas carbone dans les dalles, puisque c'est des dalles actives, avec la circulation d'eau pour faire et du rafraîchissement et du chauffage pendant la durée de l'utilisation des bâtiments. Voilà, donc on est sur vraiment quelque chose de bas carbone en mode constructif. Alors, on est aussi, par contre, sur un coût de construction qui est aussi plus élevé. C'est-à-dire que du coup, on est sur un mode constructif qui est plus coûteux que d'habitude. Donc on est sur un prix de vente estimé de première couronne, qui est plus élevé que chez nous. Je pense qu'en grande banlieue, nous on est à 3 000 €, 4 000 € du mètre carré. On ne pourrait pas se permettre d'avoir des choses aussi qualitatives dans l'immédiat. Il faut attendre que ce soit industrialisé, que les prix baissent, de manière à pouvoir en bénéficier. Ensuite, on a un deuxième ouvrage qui est le village des médias. Donc pour la première fois, on avait inventé, il y a 100 ans, le village des athlètes, et 100 ans après, on invente le village des médias. Donc là aussi, c'est une première. Il n'y avait habituellement pas de village des médias. Et donc là, on va créer un village des médias qui est ici, et qui va permettre en fait aux techniciens et journalistes qui vont être dans les studios télé, radio, parc des expositions du Bourget, qui va accueillir du coup les télés et les radios du monde entier, eh bien, pour permettre à ces techniciens et journalistes d'aller à pied dans les studios, on va créer ce village des médias, qui est sur la commune de Duny, qui est ici, qui du coup va permettre à la commune de Duny notamment d'avoir une école, du service qui manquait dans la ville de Duny. Alors on a ici l'aire des vents qui accueillait la fête de l'UMA auparavant. La fête de l'UMA a déménagé chez nous, sur Bretigny. Et donc ils ont déménagé parce que justement ils étaient en train de construire le village des médias. Voilà, donc un certain nombre de parcs sportifs ont été créés autour. Il y a notamment les épreuves d'escalade qui vont se faire ici. C'est une première, le village des médias? C'est une première, voilà. Il n'y avait pas de village des médias. Les journalistes logeaient où ils voulaient et se débrouillaient pour aller dans les hôtels, les Airbnb et autres. Voilà. Alors ensuite, on a deux ouvrages qui ont été construits. Je vais zoomer sur un, qui est le nouveau centre aquatique, qui est construit devant le Stade de France. Donc il y a une nouvelle passerelle qui a été créée, vous voyez ici, au-dessus de l'autoroute, pour permettre de rejoindre l'esplanade du Stade de France, d'avoir une continuité urbaine, donc possiblement par les piétons. Et il a une caractéristique un peu particulière, c'est qu'il a une toiture à double incurvation. Vous voyez? Donc ça c'est vu du stade de France. On voit Alors, vous voyez, cette courbure, en fait, elle permet d'avoir un volume à chauffer plus réduit que si on avait une toiture bombée. Et donc ça fait économiser 20 à 30% de l'énergie d'avoir une toiture dans ce sens-là. Donc ça a été calculé bien sûr pour que les gradins ne soient pas gênés, pour les personnes qui seraient sur les gradins, ne soient pas gênées par cette courbure. On est sur une réalisation béton pour le socle, mais ensuite tout en bois, avec un record du monde. C'est la première fois où on a une charpente qui fait 90 mètres de long, qui a été réalisée sous la même logique qu'une tente berbère. C'est-à-dire qu'on a des piliers ici, et on a des tendeurs en acier qui tirent sur la charpente pour la maintenir en tension, de manière à ce que
voilà, cette magnifique charpente puisse s'établir sans trop de difficultés. Alors c'est un défi technique, hein, c'est une réalisation de Bouygues, je peux les citer, puisque la toiture, entre par exemple une toiture chargée en neige ou non chargée en neige, eh bien, elle peut varier de 50 cm. Du coup, l'ensemble de la toiture coulisse le long des façades, quelque chose d'assez étonnant. Voilà. Puis on a du coup du solaire photovoltaïque qui a été établi ici pour produire 20% d'électricité du bâtiment. Et puis il y a un système de récupération de chaleur à l'intérieur pour récupérer la chaleur de l'air qui est extrait, déshumidifié, de manière à ce qu'il n'y ait aucune calorie qui se perde. Donc on a un bâtiment qui est assez exemplaire, qui fait 90% d'énergie de récupération renouvelable. Donc un beau savoir-faire français en termes de bâtiments sportifs. C'est un établissement public ou c'est... Alors c'est une concession. Donc c'est une concession publique, c'est le maître d'ouvrage, c'est la métropole du Grand Paris. Et c'est le premier ouvrage d'ailleurs de la métropole du Grand Paris. Vous savez, c'est une entité juridique qui a été créée il y a peu de temps, qui cherche un peu sa place entre les départements qui devaient être... Voilà, on a rajouté la métropole, mais du coup qui s'est emparé de ce projet. Donc il y a une concession qui a été attribuée, et le concessionnaire doit avoir un prix capé pour apprendre à nager. Enfin, il y a eu un certain nombre d'engagements de prix. Donc il y a un grand bassin qui fait 70 mètres de long, dans lequel il y aura les épreuves de plongeon, de water polo, etc. Il y a aussi des bassins pour apprendre à nager dans le sous-sol. Il y a aussi du foot en salle, il y a une salle d'escalade, il y a un espace ludique. Voilà, donc c'est un lieu qui va permettre aux habitants voilà, d'avoir une activité sportive dans le secteur. Puisque je vous le rappelle, on a la moitié des enfants qui ne savent pas nager dans ce département. Ensuite, on a vu la construction. On va regarder maintenant tout ce qui est restauration, hébergement, logistique, donc les 33% autres émissions de gaz à effet de serre. Et on est sur une logique de réduction du coût de la charge en carbone liée au groupe électrogène. Puisque lorsqu'un stade fonctionne, le Stade de France, eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais il se déconnecte du réseau et il fonctionne qu'avec des groupes diesel pour être sûr de ne pas subir de coupures en lien avec une tempête, un arrachage de câbles ou je ne sais quoi qui viendrait de l'extérieur. Pour être autonome, en fait. Ils îlotent le stade qui fonctionne de manière autonome. Du coup, l'objectif pour Paris 2024, eh bien, ça a été de faire la chasse au groupe diesel et d'éliminer complètement, pour la première fois, les groupes diesel. Donc c'est vraiment la face cachée du monde événementiel. Dès que vous avez les vieilles charrues, la fête de l'humain, eh ben, on ne les voit pas, mais ils sont toujours cachés derrière. Il y a plein de groupes diesel qui tournent pour la sono, les éclairages, les systèmes de sécurité, les écrans géants, etc., etc. Et donc pour les Jeux de Londres, par exemple, il y avait eu 4 millions de litres de fuel qui avaient été brûlés pour faire fonctionner ces groupes électrogènes. Le Stade de France, quand il est îloté, pareil, il brûle 50 000 litres par jour pour une épreuve de Coupe du Monde ou de... Voilà. Donc ça, du coup, il y avait un gros travail qui a été fait, notamment par Enedis, l'opérateur de réseau public d'électricité, pour justement raccorder tout ce qui était raccordable au réseau public. Donc ça a été le premier travail qu'ils ont fait depuis 4-5 ans, c'était de faire ce gros travail de réalisation. Et donc l'objectif, c'est d'avoir vraiment 100%, même des sites provisoires, raccordés au réseau public de distribution. Donc là, vous avez la place de la Concorde qui va accueillir les épreuves, notamment de sport urbain. Et donc, il va y avoir forcément des toilettes, des éclairages, des prises pour les caméras, donc ça va consommer l'électricité. Donc on crée des branchements provisoires à partir des réseaux existants, comme un branchement de chantier, et puis on vient alimenter des armoires, des postes de transformation, pour que tout ça puisse fonctionner sur le réseau public. Donc Enedis, ça fait un maillage très important, à remplacer du matériel, de manière à faire baisser les possibilités de panne, on va dire, au moment des Jeux, et pour être sûr qu'il n'y ait pas de coupure au moment de la finale du 100 mètres, ou ce qui ferait un peu désordre pour la France. Voilà, donc ils ont même créé des systèmes mobiles de prises, vous voyez, ça c'est des prises, qui permettent d'avoir sur des lieux où on sait qu'il y a toujours des événements qui se déroulent tous les 3-4 mois, eh bien, il y a un système qui se replie, donc ça se replie sous le trottoir, et lorsqu'on fait un événement,
on déplie le système et on peut brancher ce qu'on veut, il y a un compteur derrière et du coup c'est comme si on avait un point d'alimentation pérenne à disposition pour ça. Donc un gros travail de raccordement. Alors ce qui fait que du coup, là vous avez les jardins de Versailles, vous avez le château de Versailles au fond, avec les épreuves d'équitation. Du coup, tous les sites sont raccordés au réseau public d'électricité, ce qui fait qu'on peut alimenter en électricité renouvelable l'ensemble des sites de compétition. C'est un souhait de Paris 2024 d'avoir 100% d'énergie renouvelable, donc il y a un mécanisme de garantie d'origine qui a été mis en place pour vérifier que les champs d'éoliennes et solaires qui ont été identifiés en France comme étant les champs qui vont fournir l'électricité pour les Jeux produisent bien l'équivalent de ce qui va être consommé sur l'ensemble des sites de compétition en temps réel. Voilà, donc il y aura certainement un peu de communication autour de ça pendant les Jeux. Voilà, puis ensuite il y aura quelques objets un peu particuliers qui vont être posés sur le village des athlètes avec des innovations. Là vous avez par exemple une grande ombrière solaire qui va être sur la gare routière des athlètes, au sein du village des athlètes. Je vous parlais des 50 bus qui allaient emmener les athlètes sur les lieux de compétition et d'entraînement. Donc c'est sur cette gare-là qui va... D'ailleurs cette gare sera transformée en parc urbain après les Jeux, hein, tout sera enlevé. Et donc il y a une nouvelle technologie qui va être mise en place ici, avec une technologie de solaire souple. Donc c'est des panneaux solaires qui sont non pas faits avec du silicium. Vous savez, c'est un pain de silicium, on coupe des tranches, on crée les panneaux solaires avec une plaque de verre dans laquelle on vient en mettre plein. Et là, on vient simplement projeter un substrat sur un support, et avec du multicouche, on va recréer la diode qui permet de produire de l'électricité, et on referme tout ça dans un substrat, ce qui fait qu'on peut le tordre comme de la moquette, et donc ça peut se replier pour resservir sur d'autres événements par la suite. Donc on a du solaire mobile, finalement, comme une peau qu'on vient plaquer sur l'ouvrage. Du coup c'est très léger, hein, un panneau, on peut le tenir avec 2 doigts, et puis c'est 4 fois moins chargé en carbone, puisqu'on n'a pas le verre d'un panneau, l'aluminium, les cols, enfin tout ce qui compose un panneau, et 95% des panneaux sont fabriqués en Chine. Et là c'est de la technologie française, puisque c'est une entreprise de Mandelieu-la-Napoule qui fait ça. Voilà, donc cette infrastructure va alimenter des ouvrages de Paris 2024 qui sont pas très loin et qui vont pouvoir du coup bénéficier de cette production d'électricité. Alors on a aussi la Seine. Au droit du village des athlètes, on a la Seine qui sera interdite à la circulation des péniches. Les péniches qui circuleront de l'autre côté de l'île Saint-Denis, donc il y a un bras de Seine qui a été dragué sur 3 km pour pouvoir permettre aux péniches de grosses capacités de passer. Et donc il y aura une déviation donc, des péniches pendant la durée des Jeux. Et donc pendant la durée des Jeux, donc pendant 2 mois et demi, là, les péniches ne circuleront pas au sein du village. Ce qui fait qu'il y a cet espace disponible donc, qui va être utilisé pour produire aussi de l'électricité avec du solaire photovoltaïque avec une autre approche. Donc là ce sont des panneaux classiques, mais qui sont préassemblés et pré-câblés, et qui sont repliés dans un container maritime qui est ici. Donc c'est assez simple, on dépose le container maritime, on ouvre les portes, on déplie les panneaux comme des tables de ping-pong, on les raccorde entre eux et on a une installation solaire qui est prête à fonctionner en une journée, avec une puissance qui est assez importante. Hein. L'ombrière que je vous montrais tout à l'heure, elle fait 110 kW crête, et cette installation-là fait 78 kW crête, donc avec une puissance qui est tout à fait intéressante. Voilà, alors à l'intérieur du container, il y a les installations électriques, les onduleurs, etc. Donc il suffit de tirer un câble ensuite sur la berge pour aller alimenter les armoires provisoires pour soulager le réseau électrique du village. Donc là aussi, technologie française, avec une société qui produit ces installations solaires dépliables et repliables. Donc voilà, on est assez fiers de montrer ça pendant les Jeux à cette occasion. Ensuite, comment baisser aussi les émissions de CO2 ? C'est en travaillant sur la restauration. Vous savez que notre alimentation, c'est une bonne part des émissions de CO2. En lien avec le fait qu'on a des produits locaux, donc
Sodexo, qui est la société qui est partenaire des Jeux pour faire la restauration, donc les fameux 50 000 repas par jour, eh bien, ils se sont engagés à avoir au moins 25% des produits qui viennent dans un rayon de 250 km, donc le Loiret jusqu'au Perche, voilà, pour produire les fruits, les légumes et la viande. Et puis à multiplier par 2 l'offre végétale, sachant que chaque athlète est libre, voilà, de manger ce qu'il veut, donc on ne va pas imposer des repas végétariens à quelqu'un qui doit faire le 100 mètres 8 heures après, il mange ce qu'il veut, mais en tout cas il y aura une offre végétale qui sera suffisante pour que celui qui le veut parce qu'il a fini ses épreuves ou je sais pas quoi, eh bien il peut limiter un peu la viande de ruminants, parce que je vous rappelle, hein, la viande est chargée en carbone parce que les ruminants ruminent, et en ruminant ils émettent du méthane, le méthane étant 85 fois plus puissant en gaz à effet de serre que le CO2, il faut limiter la viande de ruminants. On confond souvent viande rouge, viande blanche, mais par exemple, le canard qui est une viande rouge est moins chargé en carbone que la viande de ruminant. Donc c'est vraiment le ruminant. Voilà, donc du coup, un effort qui est fait, vous voyez, pour proposer 24 heures sur 24, hein, puisque c'est le restaurant va tourner jour et nuit, puisqu'il y a certains qui vont avoir des épreuves le matin à 9h, donc ça veut dire que 8 heures avant, il faudra qu'ils aient suffisamment de calories dans le corps, tout ça c'est millimétré pour que le corps puisse être optimum. Ensuite, il y a les lits. Les lits qui, alors c'est les mêmes qu'au Japon, là on n'a pas innové, mais les lits seront en carton. Donc, il y a eu des essais de faits, vous avez vu des vidéos avec des athlètes qui sautent dessus pour voir à combien ils peuvent sauter pour faire casser le lit. Donc je crois qu'il faut une dizaine de gugus en train de sauter dessus pour qu'ils commencent à s'affaisser, donc c'est assez costaud. Donc ça permet d'avoir... Alors le carton, contrairement à Tokyo, on est allé un petit peu plus loin, même le carton est issu de la filière recyclage. C'est du carton recyclé qui va servir à faire les lits, qui eux-mêmes ensuite seront recyclés. Donc on est vraiment du recyclage du recyclage. Ensuite, il y a les déplacements. Pour les déplacements, il y a les déplacements du coup des voitures officielles. Donc là, pour la première fois, donc il y a à peu près 3500 véhicules officiels. Le fournisseur de véhicules, c'est Toyota, hein, qui est partenaire monde, donc ils sont partenaires sur plusieurs Olympiades, et donc ils sont forcément partenaires de Paris 2024. Et du coup, Paris 2024 va louer ses véhicules à Toyota, et il y en a une bonne partie qui seront électriques. Donc la question qu'on avait à regarder, c'est comment on alimente en électricité 1200 véhicules tous les soirs, sur des lieux sécurisés, puisqu'ils vont être stockés non pas sur des parkings publics, mais sur des stades ou des choses comme ça, là où il n'y a pas de borne. Et donc vont être mis en place près de 800 bornes de recharge provisoires, qui vont permettre d'alimenter ces véhicules en électricité tous les soirs. Donc ça veut dire que grâce à ça, on élimine 1200 pleins de véhicules thermiques tous les soirs. Donc ça concourt aussi à faire des jeux qui sont bas carbone. Donc c'est une pierre à l'édifice des 1,5 million de tonnes à ne pas dépasser pour ces jeux. Voilà. Et puis pour terminer aussi un petit peu, on a le sujet du point difficile, qui est 13 millions de spectateurs. Donc là, on est face à un dilemme qui n'a pas de solution actuellement. C'est l'avion, puisque un Paris-New York aller-retour, c'est 2 tonnes de CO2 par personne, par passager. 2 tonnes, c'est ce qu'on aurait droit d'émettre, nous, en tant que Français, en 2050. Hein, c'est la perspective, parce qu'actuellement, on est à 10 tonnes de CO2. Donc, si on divise par 5, il faudrait qu'on soit à 2 tonnes en 2050. Donc, on brûlerait en un aller-retour notre crédit carbone de l'année. Voilà, il faut quand même qu'on se nourrisse, qu'on se loge un peu, qu'on se déplace. Donc, on voit que ce sujet est quand même assez prégnant. Donc Paris 2024 a prévu de faire de la compensation carbone avec beaucoup d'hésitation, de savoir comment ils allaient le faire, etc., quoi acheter, parce que c'est très controversé. Faire de la compensation carbone, ça veut dire qu'on va payer des ONG à planter des arbres dans des pays en voie de développement, avec déjà l'incertitude pour savoir si ces arbres-là ils verront un jour une grandeur, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont ne pas être arrachés
au bout de quelques semaines, par les animaux, par les populations qui voudront se nourrir. Et puis on a la difficulté aussi de ne pas avoir un stockage de carbone immédiat, puisque si on a un arbre qui pousse, il faut attendre qu'il soit adulte. Un chêne adulte, il va stocker 37 kg de CO2 par an, en ayant une croissance, c'est-à-dire qu'il va stocker du CO2 dans ses branches, dans son tronc, mais guère plus. Voilà, donc du coup, c'est controversé, il y a des ONG qui essayent de labelliser la compensation carbone. Alors c'est parfois bien fait, parce que du coup, les populations locales sont plutôt bien associées à ce système-là, c'est des systèmes pérennes, et puis il y a eu des abus, il y a eu des cas où c'était pas bien fait, donc la compensation carbone se fait avec un petit point d'interrogation. Alors il y a aussi la compensation carbone en Europe, en France, hein. Il y a des projets en Europe et en France, mais qui sont de plus petite taille que pour pouvoir alimenter, pour stocker du carbone en masse. Voilà, donc en tout cas, il y aura un bilan, puisque le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a lancé un cahier des charges pour une consultation, pour retenir un bureau d'études qui va devoir faire le bilan carbone complet des Jeux dans les prochains mois. Donc on verra qui sera retenu pour faire ce bilan carbone. Mais en tout cas, Paris 2024, dans son bilan carbone, il a la globalité des émissions de CO2, y compris la construction du village. Voilà. Moi, ce qui m'a étonné sur un plan personnel, je pensais que la construction du village n'était pas attribuée à l'association qui organise les Jeux, mais finalement, la construction du village leur a été attribuée, même si ce sont des appartements qui seront commercialisés par la suite et vendus, qu'on aurait construit de toute façon, puisqu'on construit 70 000 logements par an en France. Il faudrait qu'on en construise 70 000. Voilà, donc en conclusion, diviser par deux les émissions de carbone pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, c'est un bel effort. On peut dire que la France est quand même au rendez-vous, avec un village des athlètes et un village des médias qui est de bonne facture, on a des bâtiments E3C2 pour ceux qui connaissent les labellisations, avec beaucoup d'énergie renouvelable, des bâtiments très bien isolés. Donc on peut être fier de la façon dont ça s'est fait. Bon, c'est quand même 1,5 million de tonnes de CO2. Donc dans les années qui viennent, plus on va aller vers du réchauffement qui va être prégnant, plus l'acceptabilité sociale est forcément posée. Est-ce qu'on peut se permettre, alors qu'on va demander à tout le monde d'éviter d'utiliser une touillette pour aller faire son pique-nique, eh bien d'avoir 1,5 million de tonnes de CO2. Alors sa question peut être posée pour les Jeux Olympiques, mais ça peut être posé aussi pour n'importe quelle compétition mondiale, quelle qu'elle soit, que ce soit Coupe du Monde de foot ou de rugby ou de je sais pas quoi, puisqu'à chaque fois on a le transport des spectateurs qui est questionné. D'autres modes d'organisation sont-ils possibles dans le futur? Je sais qu'il y en a qui réfléchissent à organiser les compétitions avec les athlètes au même endroit, mais d'organiser en fait des fan zones très grosses dans les pays, de manière à ce que les spectateurs finalement bénéficient d'une ambiance de fête dans leur pays, mais ne se déplacent pas pour aller voir les compétitions sur place. Donc ça veut dire aussi un autre modèle économique, puisque un tiers des recettes, c'est les billets pour que les gens viennent voir. En plus, est-ce que les locaux seront en nombre suffisant pour remplir tous les stades? La question se pose aussi. Voilà. Donc je pense que dans les années qui viennent, on n'est qu'au début des réflexions et des échanges autour de comment on fait des événements de cette taille-là sans trop émettre de carbone, sachant que c'est quand même des moments sympas où il y a la jeunesse du monde qui vient nous voir, on est sur un moment festif et on en aura bien besoin dans les années qui viennent, des moments festifs aussi. Voilà, c'était ma conclusion. Je sais pas s'il y a des questions, du coup. J'ai une petite question. Oui, tu as parlé qu'à Marseille, il y aurait une construction d'une marina. Ouais.
Mais tu n'en as pas parlé là de la marina au niveau de la construction, qu'est-ce qui se passe? Elle est finie, ouais. J'ai vu un article encore hier, là, elle est terminée. Donc elle va accueillir la Fédération française de voile. Ils sont très contents des équipements parce qu'ils peuvent ranger les bateaux sans défaire les mâts, etc. Donc ils ont un Où est-ce équipement. qu'ils font ça? Alors du côté du Prado, du côté D'accord. de la plage du Prado. Voilà. Maintenant, c'est ce de voile, hein, c'est pas non plus ce qu'on va avoir en Île-de-France, où il y aura. Mais c'est une construction pérenne ou une construction Oui, démontable? oui. Pérenne. Pérenne qui va accueillir du coup, qui va permettre aux athlètes français qui font de la voile en compétition d'avoir un lieu d'entraînement de bonne qualité. Parce que c'est vrai que c'est un bel effort. On sent que c'est intéressant d'avoir travaillé là-dessus, d'avoir des idées novatrices. C'est bien. Mais quand on réfléchit à cette économie à faire et qui est indispensable pour les années à venir, et que d'un autre côté, on a accepté d'avoir les Jeux Olympiques d'hiver en 5 ans, c'est quand même c'est incroyable. Surtout pour la neige. Ouais. Actuellement. Oui, Donc on sent le réchauffement qu'il y a déjà- va rendre de plus en plus délicat Ah oui. l'organisation de jeux d'hiver dans les Oui. années qui viennent. Ça, c'est Il paraît qu'on était les seuls. C'est possible. Les J'ai pas le seuls à détail. accepter. Enfin bon. Peut-être dans les conditions qui étaient exigées par ci. Non, oui, ça va. Enfin, on aura des gros questionnements, forcément. En jeu d'hiver, en plus, il y a la problématique de l'enneigement. Puisqu'en se prenant 1 degré tous les 30 ans, forcément. Et les cérémonies d'ouverture et de fermeture, est-ce qu'il y a des précautions particulières? Oui, alors il y a quelques bateaux qui sont en train d'être rétrofités en électrique, notamment. Il y a 120 bateaux qui vont participer à la cérémonie d'ouverture. Donc les athlètes vont partir vers la gare de Lyon, et puis ils vont aller jusqu'au Trocadéro, en passant devant tous les monuments de Paris, donc ça va être assez sympa. Mais tous les bateaux mouches ou tous les bateaux ne sont pas encore électriques, donc il y a pas mal de diesel. Donc là, il faudra attendre quelques années avant que l'ensemble des bateaux passent au diesel, mais ils y viennent. On a accompagné dans mon activité professionnelle le bateau Mistinguett, qui est un bateau de 250 places, qui est assez gros, et qui a fait le choix d'éliminer ses moteurs diesel. Donc il a eu des subventions pour ça, pour le remplacer par... Alors l'avantage, c'est qu'on peut mettre des batteries de récupération, parce que un bateau, on peut le charger en poids, on n'est pas à 700 kg près, on va dire. On peut mettre des batteries qui ont un peu moins de rendement, puisque l'inconvénient d'une batterie, c'est qu'elle baisse en rendement au bout de 5-6 ans. Et donc on peut utiliser des batteries d'occasion pour des bateaux, ça marche plutôt bien. Donc on remplace ça par des moteurs électriques et ça le fait. Voilà, donc ça va se faire progressivement. Donc pour la cérémonie d'ouverture, il n'y en aura pas beaucoup. Plutôt sur des bateaux diesel. Pour la recharge de toutes les voitures pour les athlètes, là, où est-ce que vous les mettre après? Alors après, elles vont être utilisées en fait. Alors c'est une filiale d'EDF qui va les mettre en place, qui s'appelle Zivia. Et EDF a pour ambition électrifier 100% de sa flotte avant 2030, puisqu'il participe à un enjeu global qui s'appelle EV100, qui regroupe une centaine d'entreprises dans le monde qui veulent justement électrifier 100% de la flotte. Et donc, mon entreprise installe déjà 2000 bornes par an sur ses propres sites, centrales nucléaires, hydrauliques, etc. Et donc, les 700 bornes sont rapidement installées sur les sites. Donc, du coup, c'est du gagnant-gagnant, parce qu'on a proposé du coup à fin 2024 des bornes avec un tarif réduit, pas cher, on va dire. Nous, on va récupérer d'occasion pour les installer sur nos propres sites. Est-ce que la désinstallation de tout ce qui ne servira qu'une fois, enfin pendant les mois, est-ce qu'elle est comptée dans le bilan? Oui, bien sûr. Oui, tout est compté. Les barrières, les écrans géants, le mobilier provisoire, tout est compté. Ils ont un fichier Excel qui est assez pointu, d'où ils savent qu'ils vont être contrôlés, parce que vous avez vu, il y a l'État qui va venir voir ce qu'ils ont fait, puis il y aura des contrôles
je pense, de commissions du Sénat, etc., pour voir ce qui s'est fait. Donc, voilà, c'est plutôt bien fait. Enfin, moi, je regarde, je vois comment c'est compté. Et je crois qu'ils n'avaient pas compté les déplacements des personnes qui viendraient voir passer la torche dans les villes qui vont accueillir la torche. Donc ils se sont fait rappeler à l'ordre, là, il y a un mois, ils ont dit ok, on va calculer une estimation du nombre de personnes qui vont venir voir passer la torche dans les différentes villes à partir du 8 mai. Alors c'est pour vous donner l'idée du détail dans lequel on descend pour calculer. Il y a aussi tout ce qui est numérique qui va être calculé, puisque ça veut dire beaucoup de transit de flux de films, de photos, etc. Et donc tout ça est compté aussi dans le bilan carbone de Paris 2004. Donc ici, tout ça concourt aux 1,5 million de tonnes d'équivalent CO2. Ça fait un sacré travail en amont. Ouais. C'est combien d'années avant? Ça fait 8 ans qu'ils y travaillent. Ouais. Ça fait 8 ans qu'ils y travaillent. Ils étaient 0 salariés, là, ils vont monter à 4500 salariés. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est pas... après, c'est des contrats, forcément des CDD. Hein. Ouais. Ils vont aller travailler ailleurs. Dans le CV, c'est pas mal. Mais Ça peut, ouais. C'est plutôt bien pour ceux qui ont travaillé dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de volontaires dans les entreprises qui sont partenaires. Les gens, il y a un engouement. Les gens veulent participer à ces jeux, etc. Je sais pas si Moi, je veux bien remonter à l'Antiquité. Ouais. L'Antiquité, 1000 ans de Jeux Olympiques, c'est toujours à Olympie, ça n'a pas bougé. Ouais. Alors, il y a eu d'autres jeux qui ont été faits ailleurs. Il n'y avait pas qu'Olympie au bout d'un moment. Ah bon? Parce que chacun essayait de faire un peu ses jeux. En Italie, mais ceux qui avaient le plus de succès et le plus de réputation, c'était toujours ceux qui étaient organisés à Olympie. Est-ce qu'on a pu suivre s'il y a eu une progression pour les athlètes dans leur performance? On n'a pas d'écrit sur les résultats, en fait. Il y a eu des écrits sur les vainqueurs. Un tel était célébré quand il est revenu dans sa cité comme le vainqueur de telle épreuve. Donc il y avait un aura qui était... Non, mais les courses n'étaient pas chronométrées, donc c'était le premier qui arrivait qui était Le gagnant. premier qui arrivait, exactement. Après, il y avait des champions qui remportaient plusieurs épreuves. Mais il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas tellement de moyens de faire un chronométrage précis. Hein. Même les sabliers. Ou les clepsydres, ou les... Mais c'est assez étonnant parce que ça a commencé quand même 8 siècles avant Jésus-Christ. Ça peut être comme ça. Pas beaucoup de phénomènes ou d'épreuves qui durent 1200 ans, parce que là c'est 1200 ans. Mais pendant l'Empire romain, il y avait une aura énorme. Les vainqueurs des Jeux olympiques antiques, là, ils étaient pensionnés par l'État pendant... pour le reste de leur vie, quoi. Hein. Ah oui, C'était des... Le restaurant pour les athlètes n'est ouvert aux athlètes. Oui, athlètes et accompagnants. C'est-à-dire qu'il y a 1500 personnes qui sont hébergées dans le village des athlètes. Il y a à peu près 10 500, j'ai dit, oui. 10 500, donc il y a 10 000 athlètes et 5 000 accompagnants. Et 500. Ce qui est bizarre, enfin, ce qui est impressionnant comme chiffre aussi, il y a le double de médias. 25 000. 10 000, 25 000. Ouais. Ça a besoin de tous ces gens-là. C'est l'attractivité de ces jeux qui sont. C'est l'événement sportif le plus suivi, du coup. De toute façon, ils vont rapporter de l'argent. Hein. Oui, mais aussi une activité économique. Si on va croiser les doigts, hein, si la cérémonie d'ouverture se passe bien, si tout ça, c'est vrai que c'est une vitrine pour Paris et la France qui est assez incroyable, puisque la cérémonie d'ouverture à ciel ouvert, on va dire, qui ne serait pas dans un stade, c'est la première fois qu'on va la voir. Donc je pense que ça va donner des images extraordinaires. L'arrivée au Trocadéro, de
tous les athlètes progressivement en bateau. Puis après, j'imagine que la Tour Eiffel va être mise en lumière. C'est l'organisation. Alors, gros problème, c'est la sécurité. Oui. Alors, dans les 1,7 milliard de dépenses publiques, il n'y a pas les frais liés à la sécurité d'État ou des collectivités qui, par exemple, vont prendre des agents de police municipale ou autres pour assurer la sécurité à la ville de Paris ou dans les lieux où il y aura des compétitions. Il n'y a pas ces frais de sécurité qui sont ou les frais du ministère de l'Intérieur, des armées. D'ailleurs, il y a des armées d'autres pays qui vont venir épauler l'armée française pour assurer la sécurité des 33 sites de compétition. C'est comme si on avait 33 Coupes du Monde. C'est quelque chose assez... Donc sur les 33, il y en a la majorité ici en région parisienne. C'est ça. Il y a 90%, c'est en région parisienne. Donc il y a les épreuves de foot, vous l'avez vu un peu partout. On a le hand à Lille. On a Châteauroux, les épreuves de tir. Ouais. La voile à Marseille. Il y a le surf. Tahiti avec le surf. Ouais. Une polémique avec la tour Oui, Ouais. qui était en bois, qui voulait faire en acier. Les Il tours de béton. y avait, voilà. Bon, il y a toujours deux, trois petites polémiques. C'était compté. Oui, ça fait partie du bilan carbone. mais alors du coup, les athlètes qui seront dans les lieux déplacés, en particulier à Tahiti, ils ne participeront pas à la cérémonie d'ouverture. Je pense pas, sauf peut-être quelques-uns qui ont des épreuves une semaine après. Je sais pas. Après, il y a le problème du décalage horaire, il faut quand même que le corps s'habitue à un décalage. Donc si on arrive trop peu de temps avant l'épreuve, je pense que c'est pas très bon. Nous, par exemple, à Sainte-Geneviève, on va accueillir les athlètes du judo pour le Brésil. Donc on est ville d'accueil d'une délégation d'athlètes. Mais ils vont venir pas mal de temps avant pour être au top au moment des épreuves. Donc ils ne seront pas au village. Si, mais ils vont. Le village n'est ouvert Ah oui, pendant que les. peu de temps, voilà, 2-3 jours avant. Mais il faut que les athlètes s'acclimatent et... Voilà, un mois ou deux avant, ils viennent sur des sites pour. Et donc il y en a beaucoup qui ont dû faire ça aussi. C'est ça. Il y a beaucoup de villes en Essonne. Je sais pas, j'avais vu la carte, mais je me souviens plus. En Essonne, je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Il y a des sites. Je sais que les Américains ont réservé un site dans le 78 complet. C'est la plus grosse délégation, je crois. Il fallait de l'espace. Rambouillet. Pas de très loin. C'est- Ça doit être un lieu sympa. Les moyens. Et à Sainte-Geneviève, vous les logez où? J'en sais rien. Je sais qu'ils vont au dojo, parce qu'on a un beau dojo. Mais loger, je sais pas. Je sais même pas s'ils seront logés sur Sainte-Geneviève. Je pense qu'ils sont accueillis pour faire l'entraînement, mais ils sont peut-être logés ailleurs, en Ile-de-France. J'ai pas entendu parler de logement pour les athlètes. Ça bien éclairé. Voilà. À moi. Merci à vous. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Donc on se revoit le mardi 23 avril avec une conférence sur l'exposition universelle, le japonisme et Whistler avec Michel. Le 3 avril, je sais pas s'il va apprécier. Ouais. Faut peut-être l'orange. S'il chauffe trop. Qui l'a déjà Je vais essayer mon petit orange.